Donc, merci pour l'invitation. Je suis très fier de représenter ici les géosciences et en particulier les géologues. Alors malheureusement, nous ne sommes ni des artistes ni des personnes très compétentes en informatique, mais malgré tout, je vais parler de ces deux thèmes. Donc lorsque j'ai été invité à donner cette conférence, je dois dire que je me suis un peu gratté la tête et je me disais, est-ce qu'il faut que je fasse de l'art ou est-ce qu'il faut que je fasse des modèles numériques? Donc j'ai vraiment pas très bien su répondre à cette question. Alors je me suis dit, je vais faire un peu des deux. Et je vais vous présenter ma bande d'artistes. Donc ça, c'est une bande d'artistes franco-chinoise qui se trouve à l'extrême sud du désert de Gobi, où nous avons décidé de lancer un nouveau type d'art. Enfin, c'est pas un nouveau type, d'ailleurs, elle a été développée il y a très longtemps, dans les années 80. Ça s'appelle le land art. Et alors, ce qu'on fait finalement, l'idée est relativement simple, c'est qu'on prend une portion de désert et puis finalement on l'aplatit. Et là, vous voyez la portion de désert qui a été aplatie en 2009 à grand renfort de bulldozer et nous avons ici aplati cette portion-là. Donc je ne vais pas, étant donné qu'il y a eu vraiment des artistes auparavant, je ne vais pas trop passer de temps sur cet aspect-là parce que j'aurais pu aussi vous expliquer que finalement, de passer de cette dune qui fait à peu près 10 mètres à ce truc plat, ça prend à peu près 24 heures. Et j'aurais pu aussi discuter les échelles de temps avec lesquelles ces dunes se reforment. J'aurais pu aussi vous montrer les différentes expériences qui ont été menées à l'échelle du paysage pour voir comment les dunes se reforment dans des conditions de vent qui sont connues et des conditions d'alimentation en sable qui sont mesurées. Donc finalement, c'est ça tout le but de ces expériences, c'est de se placer à l'échelle des paysages dans un contexte expérimental connu. Et nous avons ici deux expériences sur lesquelles je pourrais revenir durant les questions, qui nous permettent de mieux comprendre les échelles de temps et les échelles d'espace qui sont associées à la dynamique dunaire. Un gros problème que nous avons en Chine, c'est que malheureusement le climat n'est pas certain et que donc les échelles de temps sur lesquelles se reconstruisent les dunes sont très variables. Et vous avez ici un peu une idée des expériences que l'on peut mener, donc vraiment construire les conditions limites et mesurer les conditions, construire les conditions initiales et mesurer les conditions limites afin de contraindre exactement la dynamique de nos dunes à l'échelle naturelle à laquelle elles se produisent. Et c'est là tout un défi, étant donné qu'il existe une taille minimale pour les dunes qui est de l'ordre de 20 mètres. Seulement ce type d'expérience permettent de les analyser de manière continue à l'échelle des paysages. Donc ça, c'est les bonnes conditions où il n'y a pas de vent. Ça, c'est les conditions un peu plus difficiles dans lesquelles il y a du vent et où la mesure de ces écoulements représente un défi parce que malgré tout, ça souffle et le vent se transporte. Alors, vous avez ici une image de l'évolution temporelle de notre expérience. Donc ici, c'est avant l'aplatissement. Vous voyez que durant la Toussaint 2013, nous avons aplati une portion de désert sur lesquelles nous avons posé nos deux tas de sable, les deux tas de sable qui sont ici. Après, nous sommes revenus aux vacances de Pâques pour aplanir en gros l'équivalent d'un terrain de foot, pour recommencer l'expérience qu'avait entreprise en 2009 et la compléter par des mesures de vent plus précises. Et vous voyez ici les dunes qui se sont reformées en février 2016. Donc finalement, avoir une manip qu'on peut suivre de Google Earth, je sais que Google a été le sujet de beaucoup d'exposés auparavant, finalement, moi j'aime bien Google parce qu'il prend des photos de ma manip en permanence. Donc je vais dire tant mieux, et pourvu que ça dure, je l'invite à continuer. Et puis bon, après ce qu'il fait de mes données personnelles, je ne sais pas, on va voir, on verra comment ça se passe. Bon, mais finalement, je me suis rappelé que peut-être que M. Berry, professeur Berry, m'avait peut-être pas invité pour parler de land art et de mes capacités d'artiste. Donc la majorité de cet exposé, je vais le passer sur mes compétences numériques et je vais m'intéresser donc à la modélisation numérique de l'objet dune et donc des écoulements sédimentaires sous l'action d'un fluide qui le cisaille. Et je vais essayer de répondre à une question bien précise qui va en gros résumer mon activité de recherche de ces 4 dernières années. C'est comment les modèles numériques contribuent-ils à une meilleure compréhension de la dynamique des paysages et en particulier des mers de sable. Donc avant, je vais me permettre de faire une petite introduction générale sur les mers de sable. Ce qui est fantastique avec les mers de sable, c'est qu'on les retrouve dans pratiquement tous les environnements géophysiques. Donc je parlerai plus tard de la Terre et des conditions éoliennes sur Terre,
mais finalement, on les retrouve aussi dans les systèmes subaquatiques ou sous différents, quel que soit le fluide qui cisaille et quel que soit le milieu granulaire, on retrouvera des systèmes dunaires. Et en particulier, on les retrouve sur tous les corps planétaires qui disposent d'une atmosphère afin de cisailler et qui disposent aussi de sédiments fins. La présence de sédiments est pratiquement sur tous les corps solides du système solaire. Il existe des sédiments juste à cause des phénomènes de fragmentation. Donc la présence de sédiments est pratiquement, et c'est très commun, il est plus rare de disposer d'une atmosphère. Mais à l'échelle du système solaire, ici, nous avons déjà observé des dunes sur Vénus, sur la Terre, sur Mars et sur des lunes de Saturne. Et donc ça donne accès à ce qu'on appelle de la planétologie comparative. Hein. Et donc nous avons ici une représentation, donc là nous avons ces différentes planètes à l'échelle. Donc nous avons des dunes sur Vénus, des belles dunes linéaires qui sont représentées ici. Nous avons aussi des dunes sur Mars, donc, qui est la planète rouge bien connue, et les dunes et les champs de dunes sont un des principaux marqueurs géomorphologiques. Et aussi sur le Titan, donc, qui est une lune de Saturne, qui est pratiquement toute la zone équatoriale de Titan est couverte par des dunes linéaires qui sont représentées ici. On ne les voit pas très bien, mais c'est vraiment la mer de sable recouvre la plus grande partie de la zone équatoriale. Et ce qui est fantastique, c'est que les dunes, dans toutes ces mers de sable, ont finalement toutes les mêmes caractéristiques, et que si on comprend la physique du phénomène associé à la dynamique de ces dunes, et bien finalement, le travail que l'on fournit peut être appliqué sur tous ces corps planétaires. Il faudra bien sûr redimensionner l'ensemble des variables par rapport aux propriétés physiques de ces différents corps, qui vont être une atmosphère de densité différente, des grains de taille différente, mais ce travail va être possible, et finalement tout ce que je vais vous présenter est finalement applicable à tous ces corps terrestres, mais aussi aux dunes subaquatiques que vous pouvez trouver dans toutes les rivières ou dans tous les océans du monde. Ce qui est important en planétologie, c'est que finalement, il y a une grosse composante scientifique qui s'intéresse au climat extraterrestre. Eh bien, il y a bien entendu une grosse composante scientifique qui s'intéresse au climat terrestre. Et ce qui est finalement important de réaliser, c'est que les dunes sont un marqueur de ce climat, parce que les dunes ont une forme et enregistrent finalement les écoulements passés sur une certaine échelle de temps qui correspond à l'échelle de temps de leur dynamique. Hein. Donc ce qui est très important, c'est que lorsque l'on va étudier ces dunes sur ces extérieurs planétaires, finalement, on va aussi apporter des nouvelles contraintes sur le climat de ces différentes planètes. Donc maintenant, je vais retourner sur Terre, sur notre bonne vieille Terre, qui va nous fournir des exemples tout à fait sympathiques. Mais il est très important de rappeler que cette relation entre le climat et les dunes sont un marqueur des climats passés et donc peuvent apporter de nouvelles connaissances sur ceux-ci. Donc nous avons ici la distribution des mers de sable sur Terre, ou plutôt des zones arides, hein, donc qui se trouvent dans les zones subtropicales, à l'endroit où des courants chauds et secs redescendent de l'équateur, et plutôt sur la bordure occidentale des continents. Alors il y a bien sûr le plus grand, le Sahara, mais vous verrez que finalement, nous travaillons beaucoup plutôt en Chine, pour des relations de bons rapports scientifiques avec nos collègues chinois, mais aussi parce que le Sahara, malheureusement, est fermé en ce moment. Et donc l'expérience que je vous ai montrée au début se trouvait juste là, juste à la bordure sud-ouest du désert de Gobi. Et donc, il est certain que ces dunes fournissent des spectacles magnifiques. Hein, et j'ai ici représenté... je pense que ça pourrait être une galerie de peinture. Hein. Je pense qu'on pourrait vendre ces photos satellitaires, hein, et qu'il y aurait des gens qui les achètent. Hein. Donc les dunes se caractérisent par des structures organisées et souvent une certaine périodicité. Mais elles se caractérisent surtout donc, par une forme et une orientation. Et l'essentiel de mon exposé va être de préciser un peu nos connaissances sur ces formes et ces orientations de dunes et de démontrer finalement ce que nous avons fait au cours de ces 5 dernières années. Ça a été de montrer que finalement, nous n'avions qu'une connaissance partielle de la forme et de ces orientations de ces dunes et que nous avons maintenant fourni, grâce au modèle numérique, une nouvelle description de la forme et de l'orientation des dunes qui peut maintenant être utilisée pour caractériser de manière beaucoup plus complète la dynamique des déserts terrestres. Et donc l'objectif final est de répondre à un certain nombre de questions.
Est-il possible de prévoir de manière quantitative l'orientation et la forme des dunes? Une autre question à plus grande échelle et reliée au climat, c'est comment les régimes de vent modernes expliquent l'orientation et la forme des dunes qui sont actuellement actives, hein, et a-t-on besoin de faire appel à des changements climatiques pour expliquer ces orientations? Et que pouvons-nous apprendre, alors là encore une fois de plus à plus grande échelle de temps, que pouvons-nous apprendre de la stabilité et de l'évolution des mers de sable à partir de nos observations modernes? Donc ça, c'est des questions que je pose, et l'outil numérique va être primordial pour répondre à cette question, parce que c'est un outil qui est malléable et que l'on peut utiliser de manière systématique. Ayant fait quelques expériences de terrain, je peux vous dire que la situation dans son ordinateur est beaucoup plus confortable. Hein, le charme est en tout cas complètement différent. Donc, caractérisons donc maintenant les différents types de dunes. Donc, il existe différents types de dunes sur Terre, et je vais en distinguer 3 majeurs. Il y a tout d'abord les dunes en croissant. Hein, ces magnifiques croissants qui migrent sur des zones non couvertes de sable. Il y a aussi les dunes linéaires, que je représente ici, en bas à gauche et en haut à droite. Hein, donc, c'est des structures périodiques qui peuvent avoir différentes symétries. Ici, je représente des dunes linéaires qui sont asymétriques, hein, c'est-à-dire qu'on a une face au vent beaucoup plus plate que la face d'avalanche, hein, qui est opposée au vent et sur lesquelles c'est des phénomènes gravitaires qui contrôlent la forme des dunes. Alors qu'ici, on a des dunes linéaires qui sont beaucoup plus symétriques en forme, avec un angle qui est en dessous de l'angle d'avalanche. Hein. Donc nous avons les dunes en croissant, qu'on appelle aussi barkhanes, les dunes linéaires et les dunes étoiles, qui présentent la caractéristique d'avoir des crêtes d'orientation différentes. Elles sont habituellement, ces différents types de dunes sont habituellement classés en fonction de 2 paramètres qui vont être la variabilité des vents et la disponibilité en sable. Nous avons ici la variabilité des vents qui varie de multidirectionnel à unidirectionnel. Donc ici, nous avons un vent avec une direction donnée. Ici, nous avons plein de vents avec des directions pas forcément opposées, mais différentes. Et ici, nous avons la disponibilité en sable, peu de disponibilité en sable, beaucoup de disponibilité en sable. Les dunes en croissance sont observées dans des zones, dans des régimes de vent unidirectionnels, pour une faible disponibilité en sable. Donc ça crée des structures isolées qui migrent au gré du vent, au gré d'un vent unidirectionnel. Si on garde ces conditions, ces régimes de vent unidirectionnels, et qu'on augmente la quantité de sable, on va observer ce que j'ai appelé les dunes linéaires asymétriques, avec une face au vent beaucoup plus aplatie qu'une face d'avalanche qui est opposée au vent. Donc ça, c'est les deux régimes, c'est les 2 types de dunes qui sont observés pour des régimes de vent unidirectionnels. Maintenant, si on fait varier les vents, c'est-à-dire que si on rajoute un vent secondaire, et le plus souvent sur Terre, les régimes de vent sont bidirectionnels à cause du cycle des saisons, donc il est très commun sur Terre de retrouver des régimes de vent bidirectionnels. Eh bien, si on se place à des régimes de vent plus variables, on va former ces structures que l'on appelle des dunes linéaires symétriques, ou alors, s'il y a peu de sable, on va générer ce qu'on appelle ces dunes clous, ou ces dunes en amande, qui sont communément observées. Maintenant, si on a une plus grande variabilité de la direction des vents, on va observer des dunes étoiles ou des dunes en réseau. Et ces objets-là, je m'y suis intéressé au travers de modèles numériques. Et dans mes modèles numériques, comme l'a précisé le professeur Berry, sont un peu particuliers, c'est-à-dire que je ne mets pas d'équation. Je ne mets pas d'équation parce que je refuse d'imposer la relation entre la force de l'écoulement et la quantité de sable transportée. Tout simplement parce que ça constitue un domaine scientifique à part entière et que ces relations ne sont absolument pas connues. Donc je vais plus faire appel aux mécanismes d'émergence afin d'établir ces relations. Et finalement, je vais développer ce qu'on appelle des automates cellulaires, c'est-à-dire des modèles discrets dans lesquels l'espace est décomposé de manière discrète en différentes cellules qui vont juste communiquer les unes avec les autres à travers des interactions simples de premiers voisins. Et nous avons ici une représentation du modèle, où j'ai montré une simulation en barkhane, et je considère juste un volume tridimensionnel et je considère une maille cubique. Au sein de cette maille cubique, chaque élément peut avoir 3 états. Soit c'est un sédiment stable, soit c'est un sédiment mobile, soit c'est du fluide. Et ces 3 états et leurs interactions me permettent
de modéliser la physique du transport sédimentaire. Tout simplement parce que je considère que lorsqu'un sédiment stable au contact de l'air devient mobile, j'associe cela à de l'érosion. Lorsqu'un sédiment mobile en contact avec le sédiment redevient stable, j'associe cela à de la déposition. Et lorsque j'ai un sédiment mobile qui se transporte dans l'air, les cellules bleues ici, eh bien j'associe cela au transport. Et je suis capable de considérer un système stochastique, un système aléatoire, dans lequel le jeu de toutes ces interactions va me construire mon élément dune. Et donc, à partir d'interactions à l'échelle microscopique, je suis capable de reconstruire ces objets à l'échelle macroscopique. Et donc, vous avez une représentation ici d'un système qui fait à peu près 800, je crois, cellules de long. Ça doit faire 400 de large et à peu près 100 de haut, hein, donc 8 x 4, 32. Donc on a à peu près 32 millions de cellules qui sont capables d'être générées comme ça automatiquement, et toutes ces interactions automatiquement se produisent pour finalement produire des structures de grande taille. Quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est que la physique du transport sédimentaire s'établit entre le rapport entre l'écoulement et la topographie. Et finalement, ce que je vous ai présenté auparavant, c'était un modèle discret pour le transport sédimentaire, mais je vais coupler aussi cela avec un modèle discret pour l'écoulement sur le dos de ces dunes. Et donc, ça va être le couplage entre ces deux modèles, l'un pour le transport, l'autre pour l'écoulement, qui va me produire l'interaction à l'origine des dunes. Et pour cela, je considère qu'il va y avoir une action de la topographie sur l'écoulement, et vice-versa, une action de l'écoulement sur la topographie. Donc l'action de l'écoulement sur la topographie se fait via l'érosion, qui est contrôlée par la vitesse du fluide. L'action du transport sur l'écoulement se fait au travers des rebonds des particules de fluide grâce auxquelles je modélise l'écoulement. Et ce qui est très important, c'est que ce sont vraiment les mécanismes de rétroaction entre l'écoulement et la topographie qui sont à l'origine des équilibres dynamiques et donc des dunes. Et donc on parlera alors d'émergence de motifs dunaires, car il n'existe aucune relation arbitraire entre la topographie, le flux et le transport, qui peuvent être a posteriori mesurés pour être comparés à des observables naturels. Donc finalement, en utilisant ces modèles, et dans des conditions de vent unidirectionnelles, eh bien, on peut montrer qu'on est capable de modéliser à la fois, lorsqu'on part d'un tas de sable uniforme, et c'est le cas ici, on est capable de modéliser les dunes en croissant. Les dunes en croissant qui sont animées de perturbations, de petites vaguelettes sur le dessus, c'est une instabilité secondaire qui se développe sur les dunes. Mais on est aussi capable de modéliser les dunes linéaires asymétriques qui sont elles aussi animées de structures secondaires. Et donc ça a été un premier résultat important. Ces structures secondaires sur le dos des dunes qui résultent de la même instabilité à l'origine des dunes primaires n'avaient pas été reproduites auparavant, tout simplement parce que les lois de transport qui avaient été prises en compte ne permettaient pas de reproduire cette instabilité. Donc finalement, tout ça ces dunes-là ont été assez faciles à modéliser. Le réel challenge a été de modéliser les dunes étoiles. C'était vraiment, quand j'ai abordé les problèmes des dunes il y a une dizaine d'années, les dunes étoiles n'avaient jamais été modélisées, et ça a été un peu mon challenge. Et donc vous avez ici une dune étoile magnifique. Ici, c'est le sommet. Parfois, c'est un peu dur. La perspective fait qu'on se rend mal compte. Vous avez ici le sommet de la dune. Et vous avez ici ces différents bras. Vous avez bien sûr un éclairage qui provient de cette direction-là. Donc un régime de vent, plusieurs orientations de crête. Ça a vraiment été un défi numérique. Et finalement, c'est en relevant ce défi numérique qu'on a passé un cap dans notre compréhension de la dynamique des dunes. Alors, j'appelle ça un défi de taille, parce que les dunes étoiles sont parmi les plus grandes dunes au monde. Et vous en avez ici quelques-unes qui ont été photographiées dans le Grand Erg algérien. Donc, elles font à peu près une centaine de mètres de haut. Elles ont une distance interdune de plusieurs kilomètres. Et vous voyez que leurs bras couvrent facilement 500 mètres, que les crêtes qui les composent peuvent facilement avoir des distances linéaires de 500 mètres. Elles forment des réseaux de dunes étoiles qui sont parmi les plus beaux paysages que l'on peut observer dans les déserts. Et vous voyez, ce qui est fantastique, c'est se demander, finalement, j'ai un régime de vent, comment ce régime de vent peut-il construire des structures avec des crêtes d'orientation différentes? Alors, bien entendu,
il faut des conditions de vent multidirectionnelles. Et vous avez ici une représentation que j'utiliserai plusieurs fois au cours de mon exposé. Vous avez ici une rose des vents, et associée à cette rose des vents, en utilisant une loi de transport, une rose des flux. Car finalement, ce n'est pas tellement la connaissance des vents qui va importer pour les dunes, mais c'est plus la connaissance des flux de sable. Or, il existe une vitesse seuil pour les vents, en dessous de laquelle le sable n'est pas transporté. Donc le plus important, c'est d'analyser cette rose des flux. Et là, on voit que finalement, au cours d'une année, les flux sont transportés beaucoup vers le sud, un peu vers le nord-est et aussi pas mal vers l'ouest. Donc il existe vraiment un régime de vent multidirectionnel. Et finalement, c'est ce régime de vent multidirectionnel que je vais mettre dans mon modèle. Donc mon modèle fait des dunes. Je vais essayer de fixer des conditions initiales et des conditions limites et des variations temporelles qui me permettent de se replacer dans les conditions dans lesquelles les dunes étoiles sont observées. Afin que mon tas de sable reste au centre de la dune, eh bien, je vais prendre finalement différents vents dont la résultante en flux est nulle. Comme ça, j'assure que mon tas de sable va rester au centre de mon modèle numérique et qu'il ne va pas sortir du système. Et finalement, j'applique ça à mon modèle. Donc nous avons ici un tas de sable conique posé au centre du système. Et voici ici la dynamique temporelle. Donc on voit, donc ça peut donner un peu le mal de mer, mais ça c'est parce que les vents fluctuent, et que vous avez des fluctuations de la direction des vents. Mais très, très rapidement, vous voyez que des crêtes se forment, et des crêtes de différentes orientations associées aux 5 vents. Finalement, nous avons imposé 5 vents dans le système. Nous retrouvons ici une symétrie à 5 vents. Donc à partir de là, rien de très surprenant, mais je reviendrai là-dessus. Ce qui était plus impressionnant de voir, c'est que finalement, on voit que les bras se développent. C'est que non seulement on forme des structures avec une certaine régularité, mais qu'aussi on voit des cordons dunaires qui poussent et que cette extension peut se faire dans différentes directions. Et ça, finalement, ça a été quelque chose qui n'était pas très bien compris auparavant, et je reviendrai dessus par la suite. Mais c'est vraiment la modélisation de ces objets d'une étoile qui nous a permis de franchir un cap dans la compréhension des mécanismes de croissance dunaire. Et donc ici, on a une comparaison, et donc on arrive à reproduire des structures similaires. Alors, il y a bien sûr ces dunes en réseau qui offrent les réseaux toujours, et là je ne parle pas des réseaux de neurones, mais je parle plus de la construction et des problèmes de pavage, offrent des problèmes mathématiques assez vastes. Et vous voyez que les dunes étoiles sont quand même des structures assez fantastiques. Et nous avons ici le Grand Erg, nous avons ici, ça c'est en Chine, nous avons ici dans la péninsule arabique, et nous avons ici en Namibia. Donc vous voyez qu'à travers tous les continents, on a des structures vraiment magnifiques, avec à chaque fois une certaine régularité, une certaine périodicité. Et donc si je mets 3 vents dans mon modèle et beaucoup de sable, donc je n'ai plus un tas de sable unique ce coup-ci, mais plusieurs vents, et si je mets 3 vents dans mon modèle une fois de plus symétrique, eh bien, par des mécanismes de vieillissement et d'agglomération de structures, donc c'est un peu différent. Là, ce n'est pas la gravité qui contrôle, comme on a pu le voir ce matin, qui contrôle le vieillissement de ce motif, c'est plus les flux de sable et le fait que finalement les petites dunes sont toujours plus rapides que les grosses, et donc les petites dunes rentrent dans les grosses et en font encore une plus grosse. Et donc finalement, et on arrive à montrer que lorsqu'on met 3 vents, on arrive à former un pavage de dunes étoiles régulier, et qu'on arrive assez bien à reproduire une structure hexagonale. Donc on arrive à produire... Bon, alors, bien sûr, c'est loin de la beauté des systèmes naturels, mais ce qui est important ici, c'est qu'on arrive à reproduire le motif et on arrive à reproduire les populations de dunes étoiles. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que si maintenant on met à 5 vents, or on savait que si on mettait 3 vents, finalement on peut paver le plan à partir de structures hexagonales ou de structures triangulaires, mais que le problème, lorsqu'on a des structures à 5 vents, est beaucoup plus compliqué. Et j'ai ici reproduit exactement le même modèle, sauf ce coup-ci, on prend 5 vents. Donc les vieillissements de motifs s'opèrent à peu près de la même manière. On voit qu'on crée des petites dunes et qui, finalement, en bougeant un petit peu, coalescent les unes avec les autres et se mettent les unes avec les autres. Mais finalement, il n'existe pas de structure stable pour générer ce réseau. Et finalement, on arrive à observer des structures tout à fait étranges qui peuvent aussi faire penser à des problèmes de turbulence. Et ces simulations sont loin d'être complètement comprises, mais c'était vraiment le côté artistique sur lequel j'ai voulu insister. Je pense que ça va faire plaisir à l'audience. Et vraiment, là, donc, on a une simulation
Et on voit que les dunes peuvent se propager, avoir différentes orientations et même se propager aux mêmes périodes de temps dans des directions différentes. Hein. Même si les flux de sable associés à un vent unique sont toujours dans la même direction, et finalement, on arrive à reproduire des structures relativement compliquées. Hein, et on peut s'intéresser à ça au travers de problèmes de symétrie et d'analyse des champs dunes. En tout cas, ce qui est très important, c'est que ici, l'outil numérique, en tout cas, va être très utile et permet d'ouvrir, d'explorer de nouveaux champs. Donc, on a compris à peu près, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a réussi à modéliser tous les types de dunes, mais maintenant, je voudrais m'intéresser plus à leur orientation. Parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais j'avais quand même un gros problème avec ces dunes étoiles, c'est que je considérais 5 vents ici. Un vent qui venait de l'Est, un vent à 72 degrés, un vent à 144 degrés, etc., etc. Et que j'observais systématiquement mes doigts, ce que j'appelle mes doigts, enfin mes cordons dunaires, qui poussaient contre les vents individuels. Donc dans ces cas-là, vous vous dites, quand vous êtes un numéricien, vous vous dites, il y a un problème. Ça ne va pas, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, il y a un bug dans mon modèle. Alors du coup, on n'avait pas compris, donc on a été plus loin, et on s'est intéressé en particulier au modèle qui caractérisait l'orientation des dunes. Et les dunes sont classées par rapport à leur forme, comme on l'a vu en linéaire, étoile ou en dune en croissant, mais elles sont aussi classées par rapport à leur orientation lorsqu'il existe des régimes de vent multidirectionnels. Si les dunes sont perpendiculaires à la résultante des flux, on appelle ça des dunes transverses. En gros, vous prenez vos vents, vous calculez les flux, vous avez la résultante des flux, c'est-à-dire dans quelle direction se propage le grain de sable à la fin de l'année. Si vos dunes sont perpendiculaires à cette résultante des flux, on va parler de dunes transverses. Si elles sont alignées à la résultante des flux, on va parler de dunes longitudinales. Entre les deux, on parlera de dunes obliques. Et la théorie était la suivante, et la théorie finalement était relativement simple, c'est-à-dire que les gens ont observé que les dunes, lorsqu'on avait un vent, avaient tendance à pousser perpendiculairement à ce vent. Donc finalement, la théorie a considéré que dans des régimes de vent multidirectionnels, toutes les orientations de dunes pouvaient pousser finalement, mais celles qui allaient pousser le plus vite étaient celles pour lesquelles les composantes normales du flux étaient les plus grandes. Et finalement, c'était ça la compréhension des dunes que l'on avait auparavant, la compréhension de l'orientation des dunes que l'on avait auparavant, c'était que finalement, on regardait l'orientation pour laquelle les flux perpendiculaires étaient maximum, et ça nous donnait l'orientation à laquelle poussaient les dunes. Et finalement, on était content, parce que la forme de la dune, c'était la disponibilité sédimentaire et la variabilité des vents, très bien. L'orientation des dunes, c'était seulement la variabilité des vents. On calculait les flux, on prenait l'orientation la plus perpendiculaire. Voilà. Donc finalement, tous les motifs dunaires pouvaient être expliqués à partir des données de vent passées. Et comme ça, on a expliqué pendant à peu près 50 ans l'ensemble des déserts. Seulement, les gens avaient caché un certain nombre de choses sous la table. Ils avaient notamment caché cette orientation, cette figure, sur lequel ici on a l'orientation des dunes mesurée sur le terrain, et ici l'orientation des dunes observée sur le terrain. Et on voit que pour les dunes en croissant, ça marche pas mal, un vent, on pouvait s'y attendre. Pour les dunes étoiles, bon, ça marche, mais je ne sais pas comment ils ont mesuré ça, vu qu'il y a plusieurs orientations. Mais par contre, pour les dunes linéaires, ça ne marche absolument pas. Hein, et que donc, on n'arrivait pas, cette théorie sur l'orientation des dunes ne fonctionnait pas, et on n'arrivait pas à caractériser l'orientation des dunes. On n'arrivait pas aussi à comprendre un certain nombre de déserts et un certain nombre d'observations. Nous avons ici un désert en Chine, dans lequel nous avons à peu près des structures dunaires de même taille. Les deux sont actives, on voit bouger ces deux structures, mais les deux ont des orientations différentes. Donc comment expliquer la coexistence au même endroit de dunes actives de même taille avec des orientations différentes? Même problème que pour mes dunes étoiles. Ici, un autre cas au Mali, où nous avons ce merveilleux cordon dunaire qui a un très bel alignement sur le socle sur lequel elle se développe, mais superposé à ce magnifique alignement des dunes avec une orientation différente. Donc finalement, il existait des controverses et les gens n'arrivaient pas à comprendre, en gros, toutes ces orientations. La plupart du temps, ils faisaient appel au changement climatique, ce qui était très pratique. Les vents ont changé. Il y a eu une inondation qui a fait que c'était différent à ce moment-là. Donc, ils faisaient appel à ces... En fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons utilisé l'outil numérique
pour analyser ce phénomène. Et je vais vous montrer ici un certain nombre de résultats dans des conditions expérimentales différentes. Vous allez voir des résultats dans lesquels nous allons imposer deux vents. Nous allons prendre des régimes de vent bidirectionnels, avec le vent principal qui est toujours orienté vers l'est, vers la droite, et un vent secondaire. Dans le premier cas, nous aurons une très forte disponibilité en sable. En gros, nous mettons une épaisseur de sable suffisante pour que, lorsque la dune se développe, elle n'atteigne jamais le socle sur lequel le sable est posé. Et dans l'autre cas, nous imposons une source fixe de sédiments. Donc nous avons ici les deux configurations initiales. Nous avons ici exactement le même modèle. La seule variable qui change, c'est qu'ici, nous avons une très grande épaisseur de sable. Ici, nous avons une zone fixe de sédiments. Nous avons un vent qui va de la gauche vers la droite fort, qui est 2 fois plus fort, enfin en termes de flux sédimentaire toujours, qui est 2 fois plus fort qu'un vent qui vient du nord-est. Donc ça nous donne la caractérisation de nos vents bidirectionnels, ça nous donne un rapport 2 avec un angle de divergence de 150 degrés, mais ça, ce n'est pas très important. Ce qui est plus important, c'est de voir les différences. Et donc, finalement, ce qu'on voit sur la gauche, c'est qu'on voit que très rapidement se forment des dunes linéaires avec une belle périodicité et avec une orientation qui est plutôt perpendiculaire au vent dominant. Par contre, le motif est complètement différent sur la gauche. Alors, bien entendu, vous me direz, il n'y a pas beaucoup de sable. On pouvait s'attendre à ce que ça soit différent. Néanmoins, le plus important, c'est que ce n'est pas seulement différent en forme de dune, mais c'est aussi différent en orientation. On voit très nettement ici que l'orientation de ces dunes est complètement différente que l'orientation de ces dunes, ici. Donc je vais remettre le film de croissance. Ici, on voit que finalement, le sédiment est transporté à partir de la zone source et crée une structure monolithique qui garde une forme, une orientation et un taux de croissance constant tout au long du temps. Mais vraiment, vous regardez, ici, nous sommes plutôt perpendiculaires au vent dominant, tandis que dans cette configuration-là, nous sommes plutôt parallèles au vent dominant. Donc si on systématise, et c'est là tout l'avantage de l'outil numérique, c'est qu'on peut systématiser ces analyses à l'ensemble des régimes de vent, en jouant par exemple avec l'angle de divergence entre les deux vents, mais aussi le rapport de force entre ces deux vents. Et on voit systématiquement que l'on crée des structures qui ont non seulement une forme différente, mais aussi une orientation différente. Et ça n'était pas connu avant la réalisation de nos expériences numériques. Donc je vais conclure. Je n'aurai pas le temps de vous présenter les photos de terrain, donc je vais essayer d'aller assez vite. On systématise cela et on peut analyser l'ensemble des formes dans des conditions de très forte disponibilité en sable. Mais on peut aussi analyser l'ensemble des formes dans l'ensemble des endroits où il existe des zones sources. Donc je ne vais pas aller dans le détail, mais finalement ce que nous avons réussi à montrer, c'est qu'il existe deux types de mécanismes de croissance dunaire. Un qu'on appelle l'instabilité de l'IPLA, et qui correspond au mécanisme que je vous ai décrit, l'autre étant l'extension dans la direction de la résultante des flux. Et cette description qui vient des modèles numériques et qui nous a permis d'expliquer notamment la formation des dunes étoiles, va nous permettre maintenant de revisiter l'ensemble de la dynamique des systèmes éoliens. Et notamment, on est capable d'expliquer ici, à différentes échelles, la formation de ces cordons dunaires. On travaille ici à grande échelle. On prend les vents localement, on dérive les flux, et à partir de notre connaissance des orientations, on est capable de prédire les deux orientations. Et ici, en vert, vous avez l'orientation prédite dans le mode par extension, et vous avez ici, en bleu, l'orientation par le mode prédit dans le mode en instabilité de l'IPLA. Et vous voyez qu'à grande échelle, lorsque vous voyez du sédiment dans l'interdune, c'est-à-dire que vous avez une faible disponibilité en sable, finalement, vos dunes s'alignent parallèlement à la résultante des flux. À plus petite échelle encore, vous voyez très bien ces cordons dunaires avec cet alignement très caractéristique. Mais comme la dune elle-même est un réservoir de sable infini, les structures secondaires qui se développent sur la dune elle-même se développent, elles, dans l'autre mode. Elles se développent dans le mode d'instabilité de l'IPLA, qui correspond exactement à l'orientation prédite à partir de nos systèmes. Et donc,
je pourrais multiplier les exemples, parce que finalement, maintenant que l'on a découvert ces deux modes de croissance dunaire, on peut revisiter complètement la dynamique des déserts terrestres. Hein, et ça, c'est vraiment des outils numériques et les mécanismes d'émergence dans les outils numériques qui ont été à l'origine de ce travail, qui maintenant peut trouver des applications à l'échelle de développement des zones arides. Donc, il y a pas mal d'exemples, hein, et voilà, il y a pas mal d'exemples. Je vais aller à la conclusion pour vous montrer que maintenant, grâce à nos nouvelles théories, nous avons replacé tous ces points qui correspondaient à l'autre mode de croissance sur cet axe-là, et donc nous sommes capables d'expliquer l'ensemble du développement des déserts terrestres, et nous sommes capables d'appliquer cela à différentes zones pour notamment expliquer, alors ici nous sommes au Niger, autour du massif du Tibesti, nous sommes capables d'expliquer la forme des dunes à partir de l'analyse des vents, où nous sommes capables aussi d'expliquer des structures plus complexes qui se développent en aval d'obstacles topographiques. Nous avons ici une photo de cet endroit au Niger, où une dune se développe en aval ce qu'on appelle d'une butte témoin, une petite colline qui reste là, qui n'a pas été soumise à l'érosion. Je vais vous montrer des résultats numériques où nous sommes capables de modéliser comme cela les mécanismes de dépôt en aval de cette structure et la croissance par extension. Ceci nous a permis de quantifier de manière précise le mode de croissance par extension, tout simplement parce que nous disposons exactement d'une source de sédiments fixe. Elle ne migre pas avec le temps. Et je vais juste vous montrer quelques photos pour finir. L'album de photos des applications de cette théorie numérique, par des structures éoliennes un peu différentes, qui sont les yardings, mais ce n'est pas là-dessus que je veux parler, c'est au même endroit. Je veux parler de ce qu'on appelle les dunes en râteau. Vous voyez, ces dunes qui sont asymétriques, ces grandes dunes linéaires, avec des pointes là, des crêtes qui s'étendent d'un seul côté de la dune linéaire. Vous avez ici un zoom, vous voyez que c'est des grandes dunes linéaires avec une certaine asymétrie. Et vous voyez ici que c'est l'expression simultanée des deux modes de croissance dunaire. Vous avez ici le mode par extension, mais parce que ici nous avons une réserve de sable, nous avons l'autre mode qui s'exprime et qui est éjecté de la dune pour créer cette forme symptomatique en râteau qui est bien sûr accessible au modèle numérique. Donc j'ai été trop long, je m'en excuse, mais je pense qu'il reste 5 minutes et je vais autoriser quelques questions. Merci.